Cette question nécessite de poser un peu l'État-nation, c'est-à-dire pourquoi c'est arrivé. C'est-à-dire qu'en fait, si on regarde le développement des sociétés, par exemple le développement des échanges tel qu'il apparaît dans les premières formes de société, si on laisse tomber la question un peu ardue des communautés primitives, de ce qui a été appelé communauté primitive, il y a un développement des échanges assez rapidement qui se produit localement et qui va s'étendre avec aussi des formes de mesurabilité et d'évaluation et un développement de la valeur, que ça soit sous forme de troc, d'équivalent marchandises et aussi d'argent. Ce mouvement qui va s'amplifier tout au long des formes de développement de l'économie et du capitalisme prend aussi des formes, dans le cas des flux financiers, des formes internationales. Et très rapidement, on voit se développer, par exemple, le commerce au long cours, impulsé par les royautés ou les empires, comme l'Empire chinois, par exemple. C'est assez bien décrit par Braudel, l'historien, dès le XVIe, XVIIe siècle. Mais le capital, en tant que capitalisation et produit de l'accumulation, c'est quelque chose qui est différent parce que c'est quelque chose qui s'ancre dans des lieux bien particuliers, d'abord sous forme de trésor, un petit peu du temps des seigneurs, et c'est ce trésor qui va devenir capital à partir du moment où des classes sociales, et particulièrement la bourgeoisie, vont transformer ce trésor en un agent actif de l'investissement et du profit. Et à ce moment-là, on va avoir une évolution et une transformation un petit peu où on passait d'un capitalisme des villes, où on voit dominer les villes internationalement. Il peut y avoir Venise, Gênes, Anvers, Amsterdam, etc., qui sont comme des villes capitales en elles-mêmes, qui ne semblent pas avoir d'arrière-pays. On va passer progressivement dès le XVIIIe, XIXe siècle, avec en Angleterre le système des enclosures, puis la révolution industrielle. On va passer à une situation où se crée et où est créé par l'État ou des organismes publics un marché national. Et sur ce marché national, un marché national va correspondre petit à petit à un État national qui, sans être forcément tout de suite prendre la forme de l'État-nation, va progressivement faire correspondre l'aspect économique de ce marché et l'aspect politique avec sa propre réglementation du marché, la levée d'impôts, une armée correspondant à cet État, la transformation des foires locales en des marchés plus importants, etc. Cet État sous la forme nation est aussi ce qu'on a appelé à temps critique, mais à la suite de Kamat, par exemple, l'État du deuxième type par rapport aux grands États impériaux des périodes de l'Antiquité ou qui ont perduré sous forme d'empire même assez longtemps. Et donc cet État-nation va évidemment mettre en place tout un ensemble de règles et un régime politique qui globalement est déterminé par des révolutions nationales. Si on prend l'exemple des premières et deuxièmes révolutions anglaises, l'exemple de la Révolution française et aussi de la Révolution américaine. Il se forme donc un véritable projet finalement philosophiquement autour de ce qu'on pourrait dire la philosophie des Lumières, un projet qui correspond aussi un petit peu
à ce qu'avait développé Hegel et la sorte de Weltanschauung bourgeoise qui se développe autour de cette idée d'un État absolu, mais qui doit prendre la forme de l'État-nation, l'État prussien pour Hegel, mais ça peut être valable pour les autres pays. Ce modèle qui ne s'accomplit pas sans guerre arrive à son principal développement quand même après les Secondes Guerres mondiales, et en 1945, il fonctionne comme modèle général des nationalités, aussi bien pour les nouvelles nations qui sont sorties des différents des différents empires, puisque les empires ont été liquidés après la guerre de 14-18, soit par des accords de fin de guerre, soit par des révolutions. Donc l'Empire ottoman n'existe plus, l'Empire austro-hongrois non plus, l'Empire russe non plus. Mais le modèle continue de l'État-nation, enfin continue à se développer, ne serait-ce que dans le cadre des indépendances nationales, c'est-à-dire que les mouvements de décolonisation ont au moins l'objectif de suivre un petit peu ce développement de l'État-nation avec un mélange de nationalisme, de révolutionnarisme, plutôt que de procédés électoraux, mais enfin, ça reste un élément assez commun finalement à toute la période qu'on a pu appeler, par exemple en France, les Trente Glorieuses. Je disais donc que les Trente Glorieuses ne semblent pas incompatibles avec le modèle. Le déterminisme, en quelque sorte progressiste, la voie du progrès, semble tracée. Et on pourrait dire que dans ces moments-là, le temps et l'histoire dominent l'espace. J'y reviendrai. Avec la globalisation qui arrive dans les années 80, les choses ont changé. La globalisation est un processus plus large que l'internationalisation. Comme son nom l'indique, l'internationalisation, c'est une façon de mondialiser un petit peu, mais c'est surtout une façon de rester dans le cadre de l'État-nation, cette nation qui développe des politiques extérieures, comme il a développé des politiques intérieures, et le terme même d'internationalisation, même si on regarde dans même le schéma marxiste, ça ne supprime pas les nations, puisque c'est un international, qui existait déjà, par exemple, dans les firmes multinationales, mais qui va se développer sous une autre forme à partir de la globalisation qui concerne absolument tout le processus des échanges et un processus qui va dans le sens d'une déréglementation, donc d'une déréglementation qui n'est plus nationale, c'est-à-dire que bien sûr il y a des re-réglementations, mais ces re-réglementations elles se font au niveau mondial et dans le sens d'une fluidification toujours plus grande. Parallèlement, si on laisse le côté économique et qu'on revient à la conceptualisation générale de la globalisation, elle s'accompagne au niveau politique ou philosophique de la remise en cause de l'universalisme des Lumières, du développement du relativisme et finalement une certaine remise en cause du pouvoir, des institutions et de la forme démocratique elle-même, même si c'est de façon encore marginale. Elles amènent l'État, donc nation, qui était aussi l'État de droit, donc avec toutes ces institutions, la séparation des pouvoirs, etc., non pas à disparaître, mais à se réorganiser sous d'autres formes. Et par exemple, nous, ce qu'on a développé à Temps Critique, sous la forme réseau, dans ce que nous avons appelé une domination en 3 niveaux, où cet État-nation qui n'a pas disparu, mais qui, c'est pas que la nation a disparu, mais c'est que sa forme principale devient le réseau. Cette forme lui permet de se situer à différents niveaux de pouvoir. Par exemple, ce qu'on appelle le niveau 1 du capitalisme du sommet, où il coexiste avec les autres États, mais aussi avec des tas d'autres
associations internationales, organisations internationales, firmes multinationales, ONG, etc. Le deuxième niveau de la gestion politique nationale, par exemple celui qui était du domaine de ce qu'on appelait la politique industrielle, la politique des revenus, etc. d'un État. Le secteur 3 étant évidemment secondaire pour ce qui nous préoccupe, et comprenant l'économie informelle et sociale, et puis vraiment la reproduction des secteurs des petites et moyennes entreprises, l'artisanat, etc. Ces points de niveau sont articulés et hiérarchisés, mais ils nécessitent de faire des choix, puisqu'ils sont hiérarchisés. Ainsi, je vous ai parlé de la politique industrielle. On avait beaucoup parlé de la politique industrielle et par exemple des planifications. La planification disparaît. Par exemple, il n'y a pratiquement plus de pays qui ont des planifications, ce qui était justement le signe de l'État-nation et ses planifications, qui concernaient aussi bien la France que l'Union soviétique, d'ailleurs sous des formes différentes. Mais cette planification, elle disparaît progressivement pendant les 30 Glorieuses et se termine vers les années 80. Et disparition aussi de la politique industrielle, parce que finalement, cette politique, elle se situe au niveau de l'hypercapitalisme du sommet, au niveau du niveau 1, qu'on appelle niveau 1. Si on prend l'exemple du CAC 40, par exemple, qui représente les entreprises marquantes en France, mais qui ne sont pas forcément françaises, les entreprises du CAC 40 n'ont rien à voir avec la politique industrielle française. Elles l'écoutent, mais c'est réglé à un autre niveau, puisque ces entreprises du CAC 40 font un maximum d'argent à l'extérieur de la France, d'ailleurs. Leur puissance profite à la France, mais elle n'est pas interne à la France. Une nouvelle division internationale du travail s'est aussi mise en place, avec une interdépendance qui remplace une politique, par exemple en France on a pratiqué sous le gaullisme, qui était dite celle de l'indépendance nationale, puisque le gaullisme est l'exemple même politiquement de l'État-nation dans la période des 30 Glorieuses. Donc cette politique d'indépendance nationale, elle passait par exemple par l'énergie nucléaire en France et des secteurs stratégiques. Ça décline, mais ça se maintient encore avec l'idée de champion national défendu sous Raymond Barbe. La politique du champion national, c'était à l'intérieur de l'Europe de défendre un certain nombre d'entreprises leaders dans leur secteur et d'essayer de subventionner aussi ce qui sera appelé les canards boiteux, c'est-à-dire les entreprises ou les secteurs en difficulté comme la sidérurgie par exemple en 79, où les luttes sont nombreuses, mais où finalement la sidérurgie est subventionnée et dépecée et passe à un niveau, est rachetée au niveau international. Donc on assiste à la disparition un petit peu de ces champions nationaux au profit d'investissements sur ce qui va être appelé la chaîne de valeur, où il s'agit de se disposer sur cette chaîne de valeur, où toutes les entreprises doivent se disposer sur cette chaîne de valeur en fonction de spécialisation, où chacun y trouve son compte sans que le caractère national soit particulièrement prédominant. Et dans le cadre d'une complémentarité supposée, où il s'agit de produire au plus bas coût en fonction de ces avantages comparatifs qui peuvent être de salaire, de logistique, de transport, etc. Parallèlement, cette harmonisation qui se fait sur cette division internationale du travail, elle est encadrée politiquement au niveau d'organisations internationales, au niveau 1, donc par exemple l'OMC qui va être un moyen d'investigation en quelque sorte du capital dans toutes les régions du monde sur la base de cette division internationale du travail, et qui va permettre donc à des pays comme l'Allemagne, la Chine, la Corée du Sud,
un certain nombre de pays émergents, puisqu'on commence à parler, c'est aussi une chose significative, on passe des pays en voie de développement aux pays émergents, c'est-à-dire que la globalisation inclut que tout le monde gagne. Les pays en voie de développement, ça restait quelque chose d'à part, et d'ailleurs ces pays en voie de développement étaient censés, dans les idéologies des années 60-70, les idéologies plutôt de gauche, de suivre leur propre chemin dans l'indépendance nationale, leur propre voie de développement. Ici, c'est plus le cas, c'est-à-dire que tout le monde est inscrit à l'intérieur de cette globalisation à une certaine place, et en principe, tout le monde en profite. Et c'est d'ailleurs la victoire de cette globalisation que tout le monde en a profité, évidemment certains pays plus que d'autres, par exemple la Chine beaucoup plus que d'autres, mais tout le monde en a profité. Mais évidemment, ça ne nous dit rien, mais ce n'est pas le sujet de l'exposé, ça ne nous dit rien sur les inégalités que ça peut créer à l'intérieur de chaque pays et aussi dans les pays les plus puissants qui avaient l'avantage au départ. Mais c'est un constat que ces pays sont en forte croissance, premièrement, que le niveau de vie augmente, que l'espérance de vie augmente aussi, et qu'il y a bien une victoire réelle de la globalisation et du capitalisme à ce niveau-là, qui va de pair aussi avec l'écroulement de son système concurrent. Intégration donc sans que cela passe par la moindre politique impérialiste qui est complètement secondarisée par rapport à cette nouvelle articulation des chaînes de valeur. C'est à ce moment-là qu'on va parler de fin de l'histoire, par exemple avec Fukuyama. La mondialisation, là aussi, réaliserait un petit peu Hegel dans la forme de l'état absolu que représenterait une sorte de gouvernance mondiale dans ce niveau 1 de l'hypercapitalisme du sommet. La notion qu'on a avancée aussi à temps critique de domination sans hégémonie, qui est une notion qu'on a tiré un peu que j'ai tiré de l'économiste Emmanuel Arrighi, qui est un économiste qui s'est surtout penché sur les questions internationales, mais qui avait l'avantage, ou tout au moins l'intérêt, d'avoir été lié au mouvement ouvrier révolutionnaire, puisqu'il était professeur en 68-69 à l'université à Turin, et qui défendait à Turin et à Trente, et qui défendait les théories opéraïstes à l'époque. Donc cette notion de domination sans hégémonie semble coïncider avec cette, être cohérente en tout cas avec cette nouvelle gouvernance que certains appellent la nouvelle gouvernance au niveau mondial. D'autres notions apparaissent qui peuvent aller dans le même sens, que la notion d'empire chez Negri et Hart dans les années 2000, où l'empire n'est pas pris au sens d'impérialisme, mais au sens nouveau d'un ensemble décentralisé et déterritorialisé, qui ne correspond pas du tout aux États-Unis, même si les États-Unis sont compris à l'intérieur de cet ensemble de puissances. Mais il n'y a pas un épicentre particulier, pas même les États-Unis. Donc, un nouvel ordre, en quelque sorte, qui suspendrait l'histoire, là aussi, et où on a l'impression, par rapport à la phrase que j'avais dit tout à l'heure, dans la phase précédente, où l'histoire et le temps dominent l'espace, on a à ce moment-là de la globalisation l'impression que l'espace domine le temps. C'est justement ce qui aujourd'hui est remis en cause.
remis en cause pour plusieurs raisons. D'abord, la globalisation rencontre des limites. À partir des années 2000, il y a des phénomènes contraires qui se font jour, le taux de croissance baisse, on a l'impression que la productivité n'augmente plus tellement, que l'informatisation n'a pas produit absolument tous ses effets. Il y a la crise financière de 2008, il y a la crise sanitaire aussi qui va remettre en cause justement l'idée de chaîne de valeur et les interdépendances, puisque finalement la crise sanitaire ne touche pas tout le monde de la même façon et dans la même temporalité, et que les pays qui se retrouvent dépendants pour certaines substances ou pour certains produits, ou simplement pour ce qui est le courant des flux, finalement ne peuvent maîtriser la situation et se retrouvent dépendants. Donc en fait, le cycle de mondialisation où tout semblait aller dans le même sens ne l'est plus, quand la complémentarité de la déité est remise en cause par des fluctuations inégales ou sinusoïdales entre les différents pays. Si tel pays est touché en premier, qu'il a besoin de tels produits à un certain moment, il compte sur d'autres pays qui sont pas forcément touchés, mais qui peuvent l'être aussi. Donc on se retrouve, comme ça avait été le cas pour les médicaments, dans des situations difficiles, ou alors par exemple l'Allemagne avec l'Italie, où les entreprises italiennes ont été obligées ou contraintes à travailler malgré l'épidémie à cause de leur parce qu'ils étaient les fournisseurs des commandes allemandes. Mais surtout, ce qui va apparaître à certains, c'est que la déité complémentaire, pour qu'elle fonctionne, pour en venir à la vieille image malthusienne, il faut qu'elle corresponde à un gâteau croissant, c'est-à-dire que la complémentarité, elle ne peut jouer à plein qu'à partir du moment où le gâteau augmente. Tant que le gâteau augmente, ça ruisselle, si on veut prendre l'exemple médiatique, c'est-à-dire que forcément, tout le monde y gagne, puisque le gâteau augmentant, même si personne ne gagne exactement la même chose, on se retrouve dans une complémentarité gagnante. Par exemple, les prix baissent pour tout le monde, le pouvoir d'achat augmente pour tout le monde, etc. La production augmente pour tout le monde. C'est-à-dire que la concurrence, ce n'est pas une concurrence basée à ce moment-là sur la compétitivité. Par contre, à partir du moment où la croissance décline et qu'on se retrouve sur les gâteaux qui n'augmentent pas assez, la concurrence change de forme, c'est-à-dire que ça devient une concurrence agressive, puisqu'il ne s'agit plus d'agrandir le gâteau, mais d'agrandir les parts du gâteau. Donc parts du gâteau qui, bon, j'anticipe, mais que le simplisme de Trump résume assez bien, puisque c'est un des lanceurs d'alerte à ce niveau-là, puisqu'il est persuadé que dans la globalisation actuelle, l'Amérique perd, et que donc il s'agit de faire payer ceux qui ont gagné plus, et particulièrement l'Allemagne, la Chine et d'autres pays. Donc on a une sorte d'accélération, c'est-à-dire que
les différentes crises ont produit une accélération, c'est-à-dire que les nouvelles technologies ont aussi accéléré, avec le commerce électronique et tout, on a l'IA, on a un développement assez important, mais cette accélération, elle est déstabilisatrice. Bon, à faire ça, il m'est difficile de répondre à la deuxième partie de votre question, c'est-à-dire celle des zones d'influence, sans avoir fait intervenir préalablement ce que j'appelle le retour des puissances. Mais peut-être était-ce déjà votre deuxième question, et on pourrait dans ce cas-là inclure les zones d'influence dans la deuxième question. Alors la question de la puissance se repose à différents niveaux. Bon, elle se repose au niveau des entreprises, du capital en général, où on a affaire à une concentration des entreprises, à de nouveaux trusts dans tous les secteurs, à euh, une sorte de nouvelle domination de la grande entreprise privée, y compris dans les nouveaux secteurs de l'informatique et aussi dans les grandes plateformes et des choses comme ça. Une puissance qui n'est pas simplement celle du profit, parce que dans ce cas-là, on ne comprendrait pas pourquoi c'est une telle accumulation de profit chez les gens, des dirigeants qui, enfin, qui n'ont rien à faire de tout cet argent qui déborde, qui sont obligés de se dont ils sont obligés de se débarrasser dans des différents comment dire, dons à des associations et autres. Non, il y a deux puissances au sens où ils modélisent les conditions de vie générales, où ils peuvent s'inscrire dans, comment dire, une fabrication publicitaire de l'individu, mais aussi dans le transhumanisme, mais aussi dans la conquête de Mars, c'est-à-dire tout un ensemble de visions qui sont bien au-delà du profit et qui sont au-delà de la Weltanschauung justement bourgeoise, qui était quand même plus appréhensible suivant des critères de rationalité, alors que là, on a quand même une sorte de fuite en avant dans cette puissance qui apparaît parfois comme une puissance pour la puissance et qui, au niveau des simples produits, par exemple, sans parler de la conquête de l'espace et autres, entraîne cette obsolescence généralisée, mais non pas même programmée, parce que ça, l'obsolescence programmée, c'est pas vieux comme le monde, mais c'était déjà dénoncé par les sociologues américains dans les années 70-80, mais d'une obsolescence de ce qui est produit en tant qu'objet d'innovation. C'est-à-dire que l'innovation chasse l'innovation, par exemple dans l'électronique, avant même que l'innovation ait donné ce qu'elle pouvait donner. Elle est invalidée par la nouvelle, parce que finalement, le nouvel objet remplace tous les autres, etc., avec la montre machin, etc. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce que vous possédez est annulé par la dernière innovation, etc. Ça, ce sont des projets qui finalement modèlent complètement l'appréhension qu'ont les gens du rapport à l'innovation, du progrès, etc. Aussi le fait qu'on ne puisse plus dire que les choses sont un progrès puisqu'on les subit autant qu'on les désire. Par exemple, le téléphone portable, même quand il n'est pas désiré, on y est obligé puisqu'il n'y a plus de cabine téléphonique. Et après, on désire le téléphone portable. Ça, c'est aussi un nouveau monde où tout ne reste pas à côté de l'un de l'autre. C'est pas comme le piéton qui reste à côté de la voiture. Le téléphone, la cabine d'un téléphone ne reste pas à côté du portable. Elle disparaît. Au niveau politique, il se trouve que actuellement,
cette puissance, elle est personnifiée. Bon, comme souvent la puissance au niveau politique, hein, c'est plus facile de la personnifier qu'au niveau économique. Elle est personnifiée chez Trump, donc qui veut faire payer les autres, il veut faire payer la défense, il veut faire payer son déficit du commerce extérieur en agissant sur les taxes. Il voudrait réduire la valeur de la monnaie chinoise qui est sous-évaluée, etc. Poutine à la marge, puisque c'est une puissance à la marge qui repose sur la rente précapitaliste plus que sur le capitalisme, entre aussi là-dedans dans cette politique de puissance, dans la mesure, et on y reviendra dans les zones d'influence, dans la mesure où il laisse plus sur le modèle ancien de l'impérialisme et de la conquête des terres, mais ça va un petit peu dans le même sens si on regarde la situation géopolitique. Quant à la Chine, elle joue un petit peu double jeu en conservant ce qui peut être les avantages de l'OMC, qui sont en baisse, mais en multipliant aussi les accords multilatéraux et en gardant une certaine ouverture de ce point de vue-là, en direction du Sud global, ce qu'on appelle le Sud global, mais tout en pratiquant une politique aussi de la canonnière, en menaçant Taïwan et en se positionnant dans ce qui pourrait être une guerre éventuelle entre grandes puissances. C'est pour ça donc que certains ont parlé, économistes ou sociologues ou essayistes, d'un retour des zones d'influence aujourd'hui. Donc il nous faut dire un mot sur ces zones d'influence et finalement sur les prémices théoriques de ce concept. Alors le point de départ, c'est aux États-Unis la doctrine Monroe qui date de 1823, bon, qui a été synthétisée sous la formule l'Amérique aux Américains, étant entendu que c'était tout le continent et donc incluant hier le Canada, mais possiblement aujourd'hui le Groenland. Donc il n'y a rien de, comment dire, d'exceptionnel finalement. C'est un retour, mais il n'y a rien d'exceptionnel dans cette revendication par rapport à ce qu'était la doctrine Monroe. C'est-à-dire que Trump n'est pas plus un vilain personnage à ce niveau-là que pouvait l'être Monroe. Par ailleurs, et contrairement à ce que la vulgate aujourd'hui pourrait nous faire croire, cette doctrine Monroe n'était pas du tout une doctrine impérialiste. Au contraire, elle attaquait les impérialismes anglais et français qui avaient des possessions encore, ou qui avaient eu des possessions aux États-Unis. Et qui ne pouvaient faire la leçon aux Américains. Alors la contrepartie de la doctrine Monroe, c'était que les États-Unis n'interviendraient pas en Europe. Ce qu'ils ont effectivement fait, puisqu'ils ne sont intervenus ensuite en Europe que contraints et forcés en 14-18 et 39-45 parce qu'on les a appelés ou que la situation a changé avec l'agression du Japon. Mais ils ont relativement respecté une partie de la doctrine Monroe. C'est leurs fibres multinationales qui sont intervenues, peut-être, mais pas la puissance américaine en tant que puissance militaire. Donc ça a été oui, la première un petit peu théorie de zone d'influence. La deuxième, c'est celle de Carl Schmitt et la notion de Grossraum avec l'accent.
c'est-à-dire la théorie des grands espaces, qui est une notion d'ordre juridique et politique. J'insiste là-dessus parce qu'il est souvent confondu avec le Lebensraum hitlérien. Donc d'ordre juridique et politique, un ordre juridique de la part d'une souveraineté spatialisée sur un espace bien précis. Schmitt fait d'ailleurs référence à Monroe de par la position anti-impérialiste de Monroe. Par opposition, par exemple, aux anti-impérialistes sud-américains d'aujourd'hui qui pensaient, qui réécrivent l'histoire dans le sens de l'impérialisme de Monroe, si on prend par exemple les théories décoloniales. En fait, Schmitt trouve que les États-nations ont fait leur temps, ce qui est un peu à l'effort pour l'Allemagne, puisque l'Allemagne de Weimar, où a commencé à écrire Schmitt, est un État tout récent, finalement. Mais il trouve que les États-nations figent les choses et empêchent les dynamiques, par exemple les dynamiques des grands peuples, et par exemple limitent la dynamique du grand peuple allemand, qui ne peut pas se contenter de l'État-nation, mais doit s'agrandir au minimum vers l'Autriche, mais aussi vers tous les pays de l'engagement, etc. Schmitt, un point intéressant aussi, critique la dérive américaine, c'est-à-dire que pour lui, les États-Unis des années 30-40, par exemple, dérivent vers l'universalisme. C'est-à-dire que, en tant que théoricien, bon, plutôt de la réaction contre-révolutionnaire, Schmitt est contre les Lumières, et en tout cas contre l'universalisme, et il voit la doctrine Monroe comme une doctrine particulariste, non universaliste, puisqu'elle est simplement pour les Américains et que chacun se débrouille dans son coin. Ce qui est dit, c'est que les Américains vont dériver de plus en plus vers l'intervention en développant des valeurs humanitaires, humanistes et humanitaires, et ce qui débouchera, passons sur les deux interventions de 14, j'ai dit, et de 42 ou 43, qui on lui a forcé la main, mais si on prend par exemple aux politiques et puis celle de la guerre froide, où là aussi c'est avec l'URSS, mais si on pense par exemple à ce que disait Bush, ou ce qu'a justifié Bush, par exemple dans l'intervention en Irak, on serait intervenu en Irak pour porter la démocratie partout au Moyen-Orient, puisque les démocraties se faisant pas la guerre entre elles, une des façons de ne plus faire la guerre, c'est que des démocraties partout. Bon, il s'est fait piéger, puisqu'en fait, il n'y avait pas de rapport entre l'Irak et le 11 septembre, donc en fait, toutes les histoires sur les armes chimiques, etc., ça s'est retourné contre lui, mais dans cette tentative américaine, il y avait bien cette volonté de quitter la doctrine Monroe et de rentrer dans dans le truc de la gouvernance mondiale, où finalement, on avait fait le numéro de temps critique numéro 3 avec les Allemands là-dessus, et les Italiens, de temps critique, sur ce qui aurait été qu'une opération de police pour finalement établir, supprimer les dictateurs, établir une démocratie, etc., ce qui était en partie du baratin, mais en tout cas, ça ne suivait plus la doctrine Monroe. Donc Hitler va reprendre un peu cette théorie avec le Lebensraum, c'est-à-dire l'espace vital, mais un espace vital, donc pour lui au départ tourné vers l'Est. Mais là, c'est pas de l'ordre juridique et politique, cet espace n'est pas d'ordre juridique et politique, il est plutôt d'ordre idéologique et biologique.
Bon, ils ne nous intéressent pas tellement c'est pour placer les choses un peu du point de vue théorique, mais alors j'en ai parlé tout à l'heure pour la notion d'empire au sens de Négri, mais là c'était pas du tout dans ce sens-là. Mais là justement, avec la théorie des zones d'influence, on revient aussi avec l'idée d'empire, mais l'idée d'empire, bon, un petit peu sur ce qui serait la forme de, non pas Négri et Hart voient l'empire comme un dépassement vers autre chose et la gouvernance mondiale, c'est-à-dire bon, un progrès finalement, même s'ils ne le disent pas comme ça. Là, on a plutôt dans la forme empire qui reviendrait, et quand on parle par exemple d'un retour éventuel à l'empire russe ou des tendances à l'empire chinois, etc., c'est d'un retour à avant l'État-nation, en fait. C'est une sorte de rétroaction qui part de la crise de l'État-nation et, pour certains, qui s'articule autour de, par exemple, la critique de l'Occident, comme chez la droite russe, avec des théoriciens comme Douguin, qui mettent en avant donc les blocs avec par exemple un bloc slave qui on ne sait pas jusqu'où il s'arrêterait, le bloc occidental dont on ne sait pas, qui pourrait être les États-Unis qui sont le pire, mais qui pourrait être une partie de l'Europe, on ne sait pas où exactement. Mais en tout cas, l'État-nation serait plus le lien entre le local et le global. Il faudrait trouver d'autres articulations. Mais cette nouvelle souveraineté est assez artificielle car elle est essentiellement politique. Elle est amenée à pratiquer une sorte de décisionnisme politique qui force la main aux rapports sociaux et de production. C'est une évidence dans le cas de Trump et des droits de douane. Et donc dans ce forçage, forcément, ça a une implication au niveau du régime politique lui-même, c'est-à-dire que ce qui est appelé médiatiquement et de façon assez conne, je trouve, enfin pas justifié, l'illibéralisme ou les démocraties libérales, c'est justement des pays qui cherchent à forcer, par un décisionnisme politique, le fonctionnement général de l'économie mondiale, par exemple. Ouais, je réponds, c'est difficile de répondre par oui ou non, d'autant que c'est un continuum actuellement, c'est plutôt un processus. Euh, on peut dire a priori oui, c'est compatible si la zone d'influence est une forme de régionalisation de la domination avec des puissances intermédiaires en relais et que la mondialisation continue sans découplage et toujours dominée par finalement des firmes transnationales qui ne suivent pas les tracés des frontières et avec des technologies ou une finance qui, elles aussi, sont, disons, de façon quasi définitoire, mondiale. Donc de ce côté-là, on peut dire qu'il y a compatibilité. Mais on peut dire aussi non s'il y a un éclatement des chaînes de valeur et d'échanges avec des couplages, ou alors finalement, pour le moment ça ne se précise pas trop, mais où il y aurait
des tentatives de retrouver une indépendance complète de la part de certains États sur la base de la réindustrialisation, sur le fait que, par exemple, un État voudrait se redevenir autosuffisant, ne serait-ce que dans les dimensions énergétiques, etc. Ou par exemple un éclatement de l'Europe, c'est aussi une possibilité. Parce que l'Europe n'est pas pour le moment une zone d'influence, c'est plutôt une ancienne zone d'influence de la période précédente et dont le choix n'est aujourd'hui pas déterminé, puisque pour la première fois, par rapport à ces zones d'influence, l'Europe n'est liée, est de moins en moins liée politiquement avec les États-Unis, est en conflit relatif avec la Russie, et sans être opposée à la Chine, n'a pas de rapport avec l'ère chinoise particulière, autre qu'économique. Donc l'Europe, pour le moment, ne cherche pas à être une zone d'influence autre que idéologique ou culturelle, mais ne cherche pas à s'affirmer dans le cadre de cette régionalisation, et elle maintient finalement, enfin pour moi, elle maintient tant qu'elle reste unie, sans être une force politique, parce que c'est ça qui l'empêche aussi d'être une zone d'influence, elle maintient la position de la phase de la gouvernance mondiale, c'est-à-dire de continuer le multilatéralisme, de continuer les rapports avec les pays, sauf les pays qui sont bannis, mais avec l'ensemble des pays. Non encore, si on regarde l'évolution de l'économie mondiale. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a ce décisionnisme politique des souverainistes qui peut changer la donne. Mais si c'est trop en contre-tendance de l'évolution générale, bon, si on regarde la politique trumpiste, par exemple, elle s'est faite pour défendre des secteurs qui sont complètement dépassés. Donc en fait, sa théorie des zones d'influence, elle repose essentiellement sur, j'en avais parlé dans une brochure sur l'extractivisme et contre cette notion d'extractivisme, sa théorie repose sur la primauté de l'extractivisme et de la production matérielle en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il faudrait posséder ces ressources, et ces ressources énergétiques serait le nerf de la guerre, ce qui l'amènerait éventuellement donc à abandonner les échanges internationaux sur le climat et sur la transition énergétique, etc. De la même façon, il avait décidé de défendre les mineurs, de défendre la sidérurgie, etc. Tout un ensemble de secteurs qui sont peut-être nationaux, mais qui pèsent de moins en moins dans l'économie américaine, dont la valeur ajoutée vient essentiellement des services, des plateformes, des GAFAM, etc., qui, eux, sont pour la globalisation à outrance, et de toute façon ne vivent que de la dimension mondiale. En fait, c'est la dimension mondiale qui est la base, en quelque sorte, de leur développement. Quand on parle de l'industrie, par exemple, du charbon,
il est bien évident que c'est la base nationale qui compte. La révolution industrielle, elle est née en Angleterre parce qu'en Angleterre, il y avait du charbon. Il y avait des pays où il y avait très peu de charbon et des pays où il y avait beaucoup de charbon. Par contre, les plateformes et les GAFAM se développent par la captation d'une clientèle mondiale et de centaines de millions de personnes qui sont déterritorialisées. Donc à partir de là, une zone d'influence territorialisée sur une économie virtualisée sous prétexte que il faut extraire un certain nombre de produits, ça paraît complètement inadéquat à fonder une politique même à moyen terme, et en tout cas pas à long terme. Aujourd'hui, dans le monde capitalisé, et ce qu'on a pu appeler, enfin, ce que j'ai pu appeler l'achèvement du temps historique, il n'y a plus de victoire politique. Et ça remonte déjà, les dernières guerres américaines posaient déjà la question de ce point de vue-là. Et aujourd'hui, véritablement, tout le monde prétend avoir gagné. Là, par exemple, l'Iran se met en position d'avoir gagné, Israël aussi, les États-Unis aussi, comme si finalement le forçage politique opéré par Trump à son niveau, Israël à un autre niveau, ouvrait vers d'autres voies. Or, si on veut être objectif, la question du droit d'Ormuz et de sa fermeture ou de son ouverture montre justement le degré de forçage politique pour d'autres raisons qui ne sont pas les intérêts généraux du capitalisme, mais les intérêts politiques de telle ou telle puissance, et par exemple d'Israël par rapport à ses craintes d'arme atomique en Iran. Mais que du point de vue du capital dans son ensemble, le détroit d'Ormuz doit rester ouvert, comme doivent rester ouverts les flux en général au Moyen-Orient, qui est une région qui a vocation, en quelque sorte, dans ce devenir du capital, à être une sorte de hub, et pas seulement un hub d'aviation entre différentes destinations, mais un hub énergétique qui doit rester justement constamment ouvert.